Gabin, c'est le nom de théâtre du père de Jean. Georges Moncorgé, dit Joseph Gabin, a abandonné son métier de charron pour devenir artiste de music-hall. Il est tombé amoureux d'Hélène, une petite chanteuse, qui est la fille d'un marchand de frites. Ils ont 7 enfants. Le dernier est né au mois de mai 1904. Il s'appelle Jean Gabin. Le père Gabin aimerait qu'il devienne artiste comme lui. Mais le rêve de Jean, c'est de devenir chauffeur, mécanicien d'une locomotive. Pacifique 231 d'Arthur Honegger. En attendant de pouvoir entrer au chemin de fer, Jean Gabin trouve une place de grouillot à l'électricité de France. Commence alors une période de sa vie où il exerce 36 métiers. On le retrouve à la gare de la Chapelle en train de porter des seaux de ciment aux ouvriers. Il améliore sa situation en devenant magasinier aux automobiles de Drancy. Rien de tout cela ne lui promet un métier intéressant. Alors, Jean Gabin finit par écouter son père. J'ai commencé tout à fait par hasard. C'est mon père qui, lui, déjà était comédien. Enfin, il avait débuté au Cafcons. Ensuite, il a joué l'opérette, tout ça. Juste avant mon service militaire, il m'a dit « Bon, fais ce truc-là, si ça te plaît, tu verras bien. » Vous savez, à 18 ans, on est un peu bébête, on sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Surtout moi. À la fin de 1923, le jeune Gabin vient de se faire chasser des Folies Bergères pour être tombé sur la scène en plein spectacle, car il suivait des yeux une danseuse nue. Jean trouve un nouvel emploi au Théâtre des Bouffes parisiens. Là, il joue le rôle d'un barman au premier acte d'une comédie musicale, La Dame en décolleté. Gaby Basset, débutante à l'époque, se rappelle très bien le premier rôle de Gabin aux Bouffes parisiens. J'étais danseuse, moi, et je travaillais dans un music-hall qui s'appelle la Gaîté Rochechouart. Je dansais là, et un jour, une de mes copines, qui était danseuse aussi, me dit « Tiens, si tu veux, j'ai 2 places pour aller au Bouffes parisien. Veux-tu venir avec moi ?»« Bien sûr !» Je suis allée avec elle au Bouffes parisien. On était placés dans une loge, près de la scène, et puis on jouait une pièce qui s'appelait La Dame en décolleté. Et alors, je voyais un garçon sur scène qui était derrière un bar, il avait un tout petit rôle, puis il regardait toujours de notre côté. Et je dis à ma copine « Mais tu le connais, ce gars-là, il regarde tout le temps là. » Elle me dit « Non, je le connais pas. » Oh, je dis moi non plus. Enfin bon, on reste là, on voit la pièce et à la fin, ma petite amie me dit tu sais, on va aller remercier mon copain là qui m'a donné les places. Alors on est allé dans la loge du copain et il s'habillait justement avec cet acteur qui était en scène et qui regardait tout le temps de notre côté. Et on me dit voilà, je vous présente un copain, Jean Gabin. Et Jean Gabin me regarde puis me dit eh bien pendant tout le temps que j'étais sur scène, je n'ai pas arrêté de regarder de votre côté parce que j'étais fascinée par vos beaux yeux bleus. Alors je me suis mis à rougir comme une cerise et puis on a rigolé bien sûr et il nous a dit maintenant on va aller prendre un verre et on est allé prendre un verre ensemble. Voilà, et ça a commencé comme ça et puis on s'est fréquentés, on ne s'est plus quittés à partir de ce moment-là. On s'est vus souvent, lui il habitait chez son père, moi j'habitais chez une copine et puis bien sûr on s'est aimés follement parce que vraiment ça a été coup de foudre et on s'est aimés terriblement. Hein. Alors un jour il me dit c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait, on va rester ensemble quoi. Moi, je vais quitter mon papa, puis tu vas quitter ta copine, et puis on va habiter ensemble. Et Marie-Louise Basset, dite Gaby Basset, épouse le 26 février 1925 Jean Alexis Gabin Moncorgé, dit Jean Gabin. Mais voilà, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il fallait chercher un hôtel pas cher. On en a trouvé un rue Clignancourt. Oh, cet hôtel, j'y suis passée dernièrement. Je ne peux pas croire qu'on habitait dans un hôtel pareil. C'était un tout petit hôtel. On avait une toute petite chambre avec des meubles anciens, des vieux meubles de rien du tout. Il n'y avait pas l'eau courante. On avait un broc et une cuvette, c'est tout. Et on avait une petite lampe à alcool pour faire chauffer notre petit déjeuner le matin.
c'est que on pouvait pas aller ailleurs. Enfin bon, on travaillait tous les deux. Vous savez, je m'efforçais d'essayer de gagner ma croûte surtout. Ça, c'était important. Moi, je m'occupais pas du moment que j'avais 8 jours à faire là, 10 jours à faire là, avec mon petit tour de chant ou avec j'étais bien content parce que c'était la croûte assurée pour un mois ou pour un mois et demi, ou pour 2 mois, quoi. Mais alors, les fins de mois duraient 20 jours, hein. Qu'est-ce qu'on a mangé, comme eux dire? Les premiers temps, on allait au restaurant, bien sûr, mais dans des petits restaurants à 3 francs, hein. C'était pas très cher. Et puis alors, le 20 du mois, comme on n'avait plus de sous, on achetait des œufs, on faisait des œufs durs, alors on mangeait un café crème qu'on se partageait, voilà. Mais on rigolait, car il était très drôle à ce moment-là. Il rigolait tout le temps, et moi aussi, on s'en foutait de pas avoir de pognon. J'ai une petite gosse extra, elle est fendue à perca, élastique, vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en bride à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou. Elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. L'amour me caoutchouc. Avec elle, ce qu'on peut faire, oh c'est fou. Elle vous prend et toc. On n'est plus qu'une loque. Oh, c'est pas du toc. Elle vous dit que l'amour me caoutchouc. C'est un lot, c'est un drôle de petit bout. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. La môme caoutchouc. La môme caoutchouc, un grand succès de Gabin au Music Hall. La jeune carrière de Jean Gabin est interrompue par son service militaire. Ravi d'être appelé par la marine à cause de l'uniforme, il rejoint les côtes bretonnes où il fait ses classes, puis embarque à bord du Voltaire. Quand Jean est parti au service militaire, ça l'embêtait de me laisser. Gaby Basset, la jeune épouse de Jean Gabin, se souvient de ces moments-là. Alors il avait dit à son papa, prends-la avec toi, va, parce que ça m'embête de la laisser toute seule comme ça à l'hôtel. Alors j'habitais avec le papa Gabin, moi, je m'entendais bien avec lui. Et alors lui, il était mobilisé à Brest, il était en marin, hein. Alors il venait en permission. Ah, quand il venait en permission, j'entendais le coup de sifflet dans le jardin, on arrivait, il fichait son béret en l'air, on sautait dans les bras l'un de l'autre, on était... Oh non, c'était la bonne vie, vous savez, on était vraiment très heureux à ce moment-là, très très heureux. Un peu jalouse, moi. Je foutais des épingles dans ses pompons parce que les bonnes femmes lui touchaient le pompon tout le temps, là. Ça m'agaçait, ça. Fin 1925, Jean Gabin est démobilisé. Sans emploi, sans argent, il repart à zéro. Au théâtre, tout le monde l'a oublié. Il ne reste plus que Gaby Basset et le père Gabin pour se rappeler son début de carrière au Music Hall. Pensionnaire au Bouffe parisien, Joseph Gabin joue à ce moment-là un rôle important dans une opérette d'Yves Mirande qui s'appelle « 3 jeunes filles nues ». Il présente son fils au directeur et Jean arrive à se faire engager comme doublure. Quant à Gaby Basset, qui est devenue une véritable artiste pendant l'absence de Jean, elle décroche le rôle de la femme au homard dans la pièce de Mirande. Son talent, son humeur gaie et sa personnalité marrante ont immédiatement séduit tout le monde. C'est le papa Gabin qui m'avait appelé Pépette parce que j'étais marrante. Alors Jean, évidemment, m'appelait Pépette. Tout le monde m'appelait Pépette dans la famille. Gaby Basset se souvient de cette époque. Et un jour, le père Gabin me dit, toi, tu arriveras. Quant à lui, ce grand fainéant, il foutra jamais rien. Vous vous rendez compte? Hein? Quelle erreur! Les jeunes gens d'Isson ne sont pas très sérieux, mais les plus cochons, ah vraiment, c'est les vieux. Ils veulent doucement trottir, tu peur qu'ils peuvent courir. Moi, ça me fait rigoler, je les ai soufflés. Je suis une blondinette très coquette dans tout Paris. On dit jolie, petite blondinette, votre néon trompette comme il est gentil. Mais oui, hé, monsieur Sergenteville, regardez la fille, je suis un imbécile. Ensuite, ils promettent des châteaux, des perles et des autos, et puis, ils vous donnent la peau. Mamselle, je cherche partout une ciel voyez vous, je suis heureux comme tout. C'est fou. Vraiment, il est merveilleux, ils sont les mêmes
Avec votre chienne, je veux bien. Ma chienne, mais c'est un chien. Alors, il n'y aura pas moyen. Très bien. Miss Tinguette, à ce moment-là, demandait un jeune premier. Gaby Basset. Et alors je lui disais toujours, mais va donc auditionner chez la Miss, va auditionner. Il ne voulait jamais y aller. Oh, il dit non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Finalement, il y est allé, auditionner, et elle l'a engagé. Il a joué au musical avec elle. Je l'ai connu au Moulin Rouge. Il était dans une revue avec Miss Tinguette. Une rencontre très importante, Micheline Bonnet qui sera l'habilleuse confidente de Jean Gabin pendant plus de 40 ans. C'était pas Gabin la grande vedette d'après. Et j'ai vu ce garçon-là qui était sympathique parce qu'il parlait la même langue que moi, comprenez, c'était un Parisien de la rue Custine. Et moi, je demeurais rue Custine, il était Montmartre 3, il est allé à l'école rue Clignancourt. Alors vous pensez, on s'est retrouvés tout de suite, hop, ça a accroché, comprenez, on parlait la même langue. Jean Gabin a du succès au music-hall, mais c'est vers le cinéma que sa carrière se dirige. Les producteurs s'intéressent à lui et il n'arrête plus de tourner. Le père Gabin, qui voulait tant que son fils devienne comédien comme lui, est satisfait. Le petit a du succès. On en fera peut-être quelque chose. Mais Jean continuera seul, sans les conseils du père Gabin, qui meurt à ce moment-là. Paris découvre la naissance d'une star. Une nouvelle vie commence pour Jean Gabin. En revanche, Jean-Alexis Moncorgé vit les derniers instants de son premier amour. Mais le jour où il a eu gagné de l'argent, ça a été terrible. Hein. Gaby Basset évoque ce moment important de leur vie. Et puis alors là, on a été séparés. Lui, il travaillait d'un côté, moi de l'autre. Puis un beau jour, ça a fait crack, on s'est quittés. Mais ça n'a jamais fait crack complètement. Car on a toujours été très, très copains. On a toujours eu une très grande tendresse ensemble. Hein. Ah oui, comme elle l'aime bien, Gaby Basset, son Jean Gabin. Nous sommes en 1933. Jean Gabin a 29 ans. En 2 ans, il vient de tourner 11 films. C'est déjà une petite vedette très entourée par les femmes et les producteurs. Aujourd'hui, le téléphone sonne chez Gabin. Un metteur en scène lui demande de faire ce qu'il déteste le plus, assister à un cocktail. Malgré lui, il se résigne à faire un effort pour ne pas compromettre sa carrière et celle de son dernier film qui doit être présenté au cours de la soirée. En arrêtant sa voiture place de la Concorde devant l'hôtel Crillon, Jean ne sait pas encore qu'il va ce soir tomber amoureux de la plus belle femme de Paris. Doriane a été une des plus belles femmes de Paris. Elle était au Casino de Paris. Un grand ami des Gabins, Tino Rossi. C'était une rousse très grande, très belle, mais c'était une lionne. Et alors Jean a toujours été un peu, vous savez, c'était le dur sentimental, Jean. Doriane le terrorisait un peu, vous voyez. Un jour, il lui a dit, par exemple, après Pépé le Mocou, il a dit, Pépé le Mocou, à la maison, c'est moi. Et alors, évidemment, ça ne pouvait pas durer, c'était la bagarre tout le temps. Et puis, jusqu'au jour où ça n'allait plus, où ils ont divorcé. Côté vie professionnelle, tout va bien. Jean Gabin tourne film sur film avec les grands acteurs de l'époque et ceux qui deviendront les stars du cinéma français. Il n'a plus besoin d'imiter Maurice Chevalier pour s'imposer. Désormais, sur n'importe quel plateau, son accent de titi parisien est respecté et ses colères commencent à devenir célèbres. C'était dans La Belle Marinière où je l'ai vu piquer une crise terrible. Madeleine Renaud qui a tourné plusieurs films avec Gabin. Et nous avions tourné toute la journée et nous répétions et nous tournions. Et puis tout d'un coup, à 11h30, le metteur en scène nous dit, ben voilà Madeleine Renaud, il faut que vous alliez refaire votre maquillage et vous recoiffer parce qu'on va continuer, c'est pas fini, je veux continuer plus loin. Alors j'ai vu mon Gabin piquer une colère, est-ce qu'on demande à une femme de recommencer un maquillage à 11h du soir, elle est là depuis 8h du matin, et il a envoyé un coup de pied dans le décor. Il a piqué sa colère, quoi.
Et alors, bon, tout ça s'est bien passé, mais on a arrêté le travail tout de même. Et on l'a repris le lendemain. Mais voilà un coup de Trafalgar de mon Gabin. En 1936, Jean Gabin et Jean Renoir viennent de se rencontrer au cours du tournage d'un film auquel a participé Louis Jouvet. Il s'agit des Bas-fonds. Leur entente a été merveilleuse et Renoir, qui avec Charles Spack a une bonne idée de scénario en tête, rappelle Gabin. Il lui fait lire une histoire de soldats en captivité. C'est La Grande Illusion. Jean Gabin m'a parlé de l'ambiance extraordinaire qui a régné pendant tout le temps du tournage de La Grande Illusion. Il m'a raconté qu'ils travaillaient beaucoup ensemble. Quand ils ont tourné les extérieurs dans l'est de la France, ils étaient dans une caserne et ils faisaient des fêtes presque tous les soirs. Le petit vin blanc de la Moselle coulait à flot et ils s'amusaient comme des fous. Toute la bande avec Carrette, Dalliot, Renoir, von Stroheim, menée par Gabin qui était célibataire à ce moment-là. Et puis il y avait à part, dans leur chambre, Yvonne Printemps et Pierre Freinet qui roucoulaient, très amoureux l'un de l'autre. Chacun son point de vue. Oui. Ah, mais enfin, vous ne pouvez donc rien faire comme tout le monde. Il y a 18 mois qu'on est ensemble, et on se dit encore vous. Je dis vous à ma mère et vous à ma femme. Non. Alors. Cigarette? Non, merci, le tabac anglais me fait mal à la gorge. Ah, décidément, les gants, le tabac, tout nous sépare. C'était une scène entre Jean Gabin et Pierre Freinet, extraite de La Grande Illusion de Jean Renoir. Dès sa sortie, en 1937, La Grande Illusion fait un triomphe international. Plus de 20 ans après, en 1958, un jury de critiques réunis à Bruxelles le classera parmi les 12 meilleurs films du monde. Toujours en 1937, Jean Gabin tourne Gueule d'amour, un très beau film de Jean Grémillon. Puis il rencontre un autre metteur en scène qui va aussi compter beaucoup dans sa carrière, Marcel Carné. Ensemble, ils décident de tourner Quai des Brumes avec Michel Morgan. J'avais donc 18 ans à l'époque. Je le rencontrais pour voir si je convenais au personnage de Nelly dans le Quai des Brumes. Michel Morgan se souvient de son premier rendez-vous avec Jean Gabin. Il avait vu Gribouille la veille et il avait trouvé que j'étais assez le personnage. Il avait voulu me rencontrer. J'avais donc vu Jean pour la première fois, qui était d'une très grande élégance. Il avait toujours un œillet ou un bleuet à la boutonnière. Vous savez, très chic anglais. Il s'habillait très bien. Il avait beaucoup d'élégance. Et puis, j'avais été frappée par l'œil bleu, cet œil bleu qu'il avait, enfin ses yeux bleus, avec des cils très blonds et très fournis. Tellement contents de leur film, Carné et Gabin signent un nouveau contrat pour retravailler ensemble. Un jeune auteur, Jacques Viaud, leur apporte un scénario qui a l'originalité pour l'époque de se dérouler avec des retours en arrière. Le film s'appelle Le jour se lève et pour le rôle principal féminin, ils choisissent Arletty. Tous les deux, nous avions certainement un sentiment. Arletty parle de son amitié avec Jean Gabin. Lui était bien plus jeune que moi, je pense qu'il avait une dizaine d'années de moins que moi, Gabin, je pense, oui. Et puis alors voilà, on s'est connus comme ça. Et puis ça a matché, comme s'il avait été, malgré ses 10 ans de moins, un gosse de puteau. Voyez, on se retrouvait en pays connu. En 1938, Jean Gabin réalise son rêve d'enfant. Il conduit une locomotive pour les besoins d'un film, La Bête humaine.
Jean Renoir est le metteur en scène et Julien Carrette, son principal partenaire. Pourtant, je bois pas, même pas un petit verre d'eau de vie. Quand je bois de l'alcool, ça me rend fou. Je finis par croire que je paye pour les autres, pour les pères, les grands-pères qui ont bu, toutes des générations et des générations d'ivrognes qui m'ont pourri le sang. C'est eux qui m'ont donné cette sauvagerie, va. Le film emporte un énorme succès. Jean Gabin est consacré une nouvelle fois la star du cinéma français. Il est l'acteur le mieux payé. Pour le film qu'il entreprend la même année avec Jean Grémillon, les producteurs lui offrent un cachet presque 2 fois supérieur à celui du Grand Rému. Oh, coquine de sort! « 1939, la guerre. Le 2 septembre, Jean Grémillon doit interrompre le tournage de Remorque. Jean Gabin redevient le fusilier marin Jean-Alexis Gabin-Moncorgé et reprend la direction de son corps d'armée. Il a été mobilisé à Cherbourg parce qu'il était marin, quartier-maître. Micheline Bonnet raconte les années 39-40 de Jean Gabin. J'avais une grande amitié pour Gabin. L'amitié était venue dans toutes ces années, parce que ça faisait déjà 10 ans. Je le considérais un peu comme un frère. Les sentiments que nous avions l'un pour l'autre, c'était assez curieux, mais pas équivoque. Ça pouvait pas être équivoque, c'était pas possible. Alors là, c'est sa période vraiment malheureuse. Il a obtenu une permission pour finir Remorque. Et c'est au mois de mai, il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire que les Allemands sont arrivés à Paris. Et lui est descendu dans le Midi. Puis de là, les Allemands voulaient le faire remonter sur Paris. Il n'a pas voulu, mais ça tout le monde le sait, ça a été dit noir sur blanc. Et il est parti, il avait un vague contrat pour RKO en Amérique. On a dit qu'il était parti retrouver Michel Morgan, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je ne mettrai pas ma main dans le feu quand même. T'as de beaux yeux, tu sais. Avril 1943. Jean Gabin est à Hollywood. Il vient de tourner 2 films qu'il n'aime pas. Sa vie lui semble vide dans la cité des stars. Et lorsqu'il se retrouve chez lui, devant un bon pot-au-feu que vient de lui faire Marlène Dietrich, il pense à l'Europe en guerre, à la France occupée, à Paris sous la botte. Il se sent un peu français d'opérette par rapport à ceux qui se battent et qui meurent pour libérer ces chers bords de la Marne. Alors, pour rester ce qu'il appelle un homme, il décide de s'engager. Après la guerre, Jean Gabin traverse la période la plus difficile de sa vie. Je suis revenu d'ailleurs avec 7 ans de plus, avec des cheveux blancs. Vous savez, le public est bizarre. Ils croient dans ce métier qu'on ne doit pas vieillir. Ben, on vieillit dans ce métier comme dans tous les métiers. Hein. Bon, évidemment, ça je comprends, ça je me mets à leur place. Ils vous ont vu d'une certaine manière, ils veulent pas vous voir autrement. Alors, au retour de la guerre, je suis donc revenu avec mes cheveux blancs et je pouvais plus jouer les mêmes personnages. Et je n'ai pas été très heureux dans plusieurs films tout de suite après la guerre, quant à leur réussite, quoi. Pour moi, ça a été un coup assez dur. La guerre a été un coup assez dur. Quand même, si j'ose dire, j'ai perdu mes plus belles années. Parce que j'étais en pleine forme à ce moment-là. Et j'en avais au moins pour 4 ou 5 ans à pouvoir bien me défendre. Bon, la guerre est arrivée. Mais il a fallu recommencer après. Il n'y avait plus de Gabin. Autant Gabin, avant la guerre, disait « Je veux le photographe, je veux la maquilleuse, je veux tel opérateur. » Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Micheline Bonnet, l'habilleuse confidente de Jean Gabin pendant 40 ans. Il n'était même plus question à sa production qu'il dise « Je veux une habilleuse pour moi ». Alors moi je lui ai dit « Écoutez, l'amitié qui nous lie compte pour quelque chose, je ne vous laisserai pas. Je pars avec vous. »
Et je suis allé avec lui, on a fait ce que j'appelais les campagnes d'Italie. On est allé faire des films beefsteak, quoi, en Italie, en 49. Il y est allé la mort dans l'âme. Et on y restait même 3 ans, pas continuellement, mais de 49 à 52, on y restait en Italie. Et je savais ce qu'il fallait lui dire pour le remonter et tout. Et ça a été comme ça toute la vie. Pour Jean Gabin, 1949 est une année importante. Il ne retrouvera pas sa popularité d'avant-guerre, mais son expérience va s'enrichir d'un grand rôle au théâtre. L'auteur, Henri Bernstein, monte l'une de ses propres pièces, La Soif, au Théâtre des Ambassadeurs. Madeleine Robinson et Claude Dauphin, tous deux rompus aux techniques du théâtre, sont ses partenaires. Des planches, Gabin ne connaît que celle du music-hall. Alors, pour jouer la pièce, il se sert de son expérience du cinéma et de son exceptionnelle présence naturelle qui lui permet de ne jamais forcer sa voix. Il a joué sur une scène du théâtre aux Ambassadeurs comme dans la vie. Et il a dit, si on a envie de m'entendre, on m'entendra. Henri Verneuil, qui a tourné de nombreux films avec Gabin. Et le soir de la première, alors que Bernstein était mort de peur, parce qu'il s'est dit on va pas l'entendre au 3e rang, la salle avait un silence. On entendait voler les bouches, les gens tendaient l'oreille et on a tout compris. Seulement il fallait la présence de Jean Gabin pour imposer ce silence et pour dire maintenant, si vous voulez m'entendre, taisez-vous. La pièce est accueillie très favorablement par les critiques et Jean Gabin remporte un gros succès d'estime. On s'attend un peu à ce qu'il renouvelle son expérience. Peut-être après avoir été une star au cinéma, pourrait-il devenir un grand comédien de théâtre. Le théâtre, c'est, enfin pour moi, en ce qui me concerne, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant parce qu'on est obligé d'aller jouer tous les soirs et puis alors il n'y a plus de vie possible quand même. Au cinéma, on travaille évidemment à des heures assez fantaisistes puisqu'on fait midi, 7h30, enfin qu'il faut être au studio environ vers 11h15, 11h30 et qu'on rentre chez soi le soir vers 9h. Mais enfin, on peut tout de même avoir un semblant de vie privée quand même quand on tourne. Alors que quand on est au théâtre, on peut pas avoir de vie privée. Parce que, enfin, moi je ne sais pas pour les autres, mais moi en ce qui me concerne, quand j'étais au théâtre, vous savez, tant qu'on n'a pas joué le soir, la satisfaction du devoir accompli, quoi. Moi qui suis terriblement nerveux, je ne pouvais pas déjeuner, je ne dînais pas, et je ne mangeais qu'à 1h du matin. Puis alors je mangeais beaucoup trop, puis je ne dormais pas. Et alors le lendemain, c'était pareil. Puis il y a les matinées, vous savez, quand il commence à faire beau temps, qu'il fait beau, puis qu'on voit tous les gens se balader, puis qu'on est obligé d'aller pointer, c'est pas drôle. Hein. Et tous les soirs, recommencer la même chose, c'est fatigant. Moi, je trouve ça terriblement fatigant. Malgré ses succès au théâtre et quelques films, Jean Gabin a tout à fait conscience qu'il est loin d'avoir retrouvé son prestige d'avant-guerre. Il nous racontait que c'était terrible pour lui. Marie-Josée Natte, qui tournera un film avec Jean Gabin quelques années plus tard. Il allait par exemple, à l'époque, il y avait un endroit qui était très célèbre où il y avait tous les producteurs de cinéma, qui était le Fouquet's, pour ne pas le nommer. Et il avait conscience que les producteurs détournaient la tête, faisaient semblant de ne pas le voir. Il a beaucoup souffert de ça. Bon, il avait été absent pendant la période, etc. Et puis qu'il avait les cheveux tout blancs. Mais vous savez, c'est un métier très cruel. Et tout à coup, tout le monde pensait qu'il était fini. Je crois que ça a duré 7 ans, hein, si j'ai bonne mémoire, où il a, comme il dit, vu le drapeau noir flotter sur la marmite. Et ça a été très, très dur pour lui. Pendant toute cette période, 3 femmes vont aider Gabin à surmonter ses difficultés. D'abord, Micheline, son amie, habilleuse et confidente.
Elle le suit sur tous les plateaux, dans toutes les salles de projection. Et il l'emmène partout. Et puis, Gaby Bassé, sa première femme, a gardé une profonde amitié pour Jean. À cette époque, elle le voit souvent. Nous sortions beaucoup ensemble à telle enseigne que tout le monde croyait qu'on était remis, qu'on allait se remarier, et pas du tout. On était copains, on sortait un copain. Gaby Bassé rappelle cette période. Puis alors un jour, il me dit, écoute, j'ai fait la connaissance hier d'une fille, je voudrais te la présenter. Tu me dirais ce que tu en penses, parce que je lui disais toujours, pourquoi tu restes seule? Marie-toi, c'est pas drôle d'être seule, d'habiter dans les hôtels et tout. Alors il me dit, écoute, je vais te présenter une fille, tu vas me dire ce que tu en penses. Et il me présente donc Dominique. Je lui ai dit, mais elle est très belle, tu devrais te marier avec elle, elle est bien. Je l'ai fréquentée, je les fréquentais tous les deux. Hein? Et puis alors voilà, le mariage s'est fait, les enfants sont nés, je les ai tous vus venir au monde. Le 28 mars 1949, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, Jean-Alexis Gabin Moncorgé vient d'épouser Christiane Fournier, dite Dominique, mannequin chez Lanvin. Gabin était plutôt un dragueur, hein. Dites donc, attention. Micheline Bonnet parle de Gabin séducteur. Les bonnes femmes, il n'avait pas de grands efforts à faire, hein, mais quand même, il draguait pas mal. À partir du moment où il a été marié avec Dominique, ça a été terminé. Mais alors absolument terminé. Et ça, je peux le jurer, moi j'ai trop vécu avec lui, j'avais vu trop de choses, trop d'aventures pendant d'autres périodes. Alors s'il y avait eu quelque chose, je l'aurais vu tout de suite. Là, il n'y avait rien. Ça a été sa bonne femme et ses mômes. Mais comme disait Michel Audiard, le drapeau noir flotte sur la marmite chez les Gabin. Il faudra encore attendre quelques films et que Jacques Becker décide de réaliser une histoire de truand tirée d'un roman d'Albert Simonin pour que la chance tourne. En 1953, sort sur les écrans parisiens un film qui étonne le public et fait de Gabin à nouveau un acteur de premier plan. Jacques Becker vient de mettre en scène « Touchez pas au Grisby ». Et voyez comme c'est drôle encore l'histoire de Gabin pour le Grisby. Micheline Bonnet rappelle ce moment important dans la carrière de Gabin. Le rôle n'était pas écrit pour Gabin. Je vais vous étonner, mais le rôle était écrit pour François Perrier. Écoutez, avouez quand même que c'est curieux quand on se rappelle le Grisby. Comment peut-on penser que le rôle était écrit pour François Perrier plutôt que pour Gabin? On ne comprend pas, comprenez. Et pourquoi Perrier ne l'a pas fait, ça j'en sais rien du tout. Et c'est là que Becker a pris Gabin. Et là, ça a été le grand départ. Touchez pas au Grisby remet Jean Gabin sur un piédestal, mais le mythe change. Le truand arrivé, le flic imbattable, le bourgeois prospère vont remplacer le jeune premier fatal du Front populaire. « 1955. Voilà 2 ans que le film « Touchez pas au Grisby » est sorti et a fait renaître la popularité de Gabin. Jean reste fidèle à ses compagnons d'avant-guerre. Il vient de tourner 2 films avec Jean Renoir et il ne se sent bien dans les rôles que si les textes sont de Prévert. Mais aujourd'hui, en montant les escaliers qui mènent à l'appartement du metteur en scène Gilles Grangier, il ne se doute pas de ce qu'il attend. Grangier a pour mission de lui proposer un nouveau dialoguiste. On dit qu'il est très doué, mais avec Gabin, les « on dit », ça ne veut rien dire. « Est-ce que tu connais Michel Audiard ?» dit Grangier.
à Gabin en lui ouvrant la porte. Michel Audiard, ce n'est pas un inconnu. Gilles Grangier et Jean Gabin ont déjà lu quelques-uns de ses articles dans les journaux, et puis ils savent qu'il sert de nègre à certains écrivains célèbres. Mais pour Gabin, ce n'est pas une raison pour abandonner Prévert. Prévert vit maintenant dans le Midi et préfère s'intéresser aux livres pour enfants. Et puis Gasoil, le film que prépare Grangier, est un policier. Ce n'est pas vraiment l'univers de Prévert. Alors, pour Audiard, t'es d'accord ? Demande Grangier à Gabin. L'acteur fait la moue. Mais tu sais, avant que tu répondes, il faut que je te dise une chose. Audiard, c'est le beau-frère du producteur. Oh, toi, je te vois venir avec tes combines et tes gros sabots. En disant cela, Gabin devient furieux. Grangier laisse passer l'orage, et sur le dernier souffle de colère de Gabin, le metteur en scène recueille les paroles qu'il veut s'entendre dire depuis le début. Après tout, faut voir. Gabin n'aimait pas les nouvelles têtes. Micheline Bonnet parle de l'entourage de Gabin. D'ailleurs, méchamment, on disait, voilà la mafia Gabin. Moi, j'étais l'éminence grise. Soit disant que moi, j'aurais répété tout ce qui se disait. Si j'avais répété tout ce qu'on disait de Gabin, mais je les aurais fait battre. Il était heureux quand on arrivait dans un studio et que l'on trouvait des machinaux ou des électros avec qui il avait travaillé. C'était un homme qui aimait voir les gens les mêmes. Sur le plateau, il s'asseyait toujours à côté du camion de son. Et je lui disais, mais tu peux pas te foutre ailleurs, au bar ou quelque part où tu serais mieux. Et j'ai été long à comprendre que c'est parce qu'au bord du camion de son, il entendait ce qui se disait sur le plateau. Par exemple, un gars dit, bah, allons chercher l'autre compte. Et l'autre arrivait en disant, Monsieur Gabin, si vous permettez, ça peut être à vous dans une minute. Ça le faisait sourire d'ailleurs, mais il entendait les petits ragots, les petits trucs, parce que ça chuchote tout le temps sur un plateau. Maintenant, les films s'enchaînent. La valeur Gabin est solide pour les producteurs. Jean prend sa vitesse de croisière. Il se limite à 2 films par an. La mauvaise passe qu'il a traversée après la guerre est oubliée par le public. Mais il se méfie. C'est pourquoi il continue à choisir minutieusement ses rôles. Et à un âge maintenant où je ne peux plus tourner n'importe quoi, je suis bien obligé de tourner les rôles de mon âge. Il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est tributaire du goût du public. Parce qu'on fait du film pour le public, on fait pas des films pour soi. Si avec moi, je tournerais plus de truands, je tournerais plus de poulets, je tournerais plus de... les gens aiment ça, on dit, ah bah il faut. Bon, bah allons-y, quoi. Bah puis si on se trompe, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Je vais vous dire une chose, est-ce que vous croyez que les gens politiques ne se trompent pas, eux? Hein? Entre nous. Et eux, ils ont le droit de se tromper. Et on ne leur dit jamais rien. Bon, alors nous, on a bien le droit de se tromper une fois de temps en temps, quand même. Au milieu d'un aéropage de propriétaires en haute forme et habits gris, un homme grave aux cheveux blancs a vissé ses yeux bleus sur les petits bouts d'une grosse paire de jumelles. Gabin suit son cheval dans la dernière ligne droite de son hippodrome personnel. Les chevaux de Jean Gabin proviennent de son élevage. Paysan, c'est son second métier, et la terre, c'est ce qu'il a trouvé de plus solide pour l'héritage qu'il veut laisser à ses enfants. Mais là où Gabin réussit encore le mieux, c'est dans son premier métier, c'est-à-dire lorsqu'il se retrouve tout seul sur un plateau, sous les projecteurs, face aux caméras. Là, il peut tout se faire pardonner, même son caractère difficile. Oui, d'accord, je prends un excellent caractère, mais enfin, les gens qui ont mon caractère, c'est les gens qui se laissent faire dans la vie, hein, avec qui on peut tout faire, qui acceptent tout. Bah alors moi, il y a des tas de trucs que je n'accepte pas. Alors quand on n'accepte pas quelque chose, bah, on a mauvais caractère, puis c'est tout, puisqu'on n'est pas de la vie des autres. Alors on dit c'est un emmerdeur, il a mauvais caractère, et puis voilà. Bah oui, si c'est ça, j'ai mauvais caractère, je suis un emmerdeur, c'est vrai. La pudeur et la dignité sont les 2 choses qui ont vraiment
imprimé dans la vie de Jean Gabin. Henri Verneuil parle de son ami Gabin. Timide, oui, c'était un timide, car derrière les gens qui sont un peu pougons comme ça, il y a toujours de la timidité, mais lui était un timide, beaucoup de pudeur et une très très grande envie de rester toujours dans la dignité, et il est resté digne jusqu'à la fin, aussi bien dans son comportement, dans ses réactions, dans les rôles qu'il choisissait. La dignité a été son leitmotiv toujours. De l'ouvrier au président, Jean Gabin a joué une très grande variété de rôles. Les seuls emplois qu'il a toujours refusés sont ceux de militaire et d'ecclésiastique. Pour son dernier film, il portera quand même une soutane, mais pour interpréter le rôle d'un gangster. Ce sera dans le film de Jean Giraud, L'année sainte. Sa carrière exceptionnelle lui vaut d'être reconnu par l'ensemble de la profession et par le public comme la plus grande vedette du cinéma français. Plusieurs de ses films ont obtenu des prix importants et récemment, au cours du Festival de Berlin, le jury lui a décerné avec Simone Signoret le prix d'interprétation pour l'admirable film de Pierre Granier de Fer, Le Chat. Greffier. Oh, ben là, mon pépère. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon pépère? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, pas dire donc? Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Pauvre petite bête. D'abord, qu'est-ce que tu fous dans le noir? Bah, je regardais ce que la pauvre petite bête a fait. Je n'ai rien touché pour toi. Tu te fous de moi, non? Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord, j'en veux un, moi aussi. À quoi? L'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi. Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix. Salaud. C'était un extrait du film Le Chat, dialogué par Pascal Jardin. Au cours de l'été 1974, les hit-parades des stations de radio voient débarquer parmi les premières places de leur classement un chanteur inhabituel, Jean Gabin. Effectivement, un éditeur, Denis Bourgeois, a voulu refaire chanter Gabin, comme à l'époque des Folies Bergères dans les années 30. Mais il ne s'agit pas d'interpréter un vieux succès. Jean-Loup Dabadi raconte comment il a fallu convaincre Gabin. Alors l'éditeur le talonnait, lui téléphonait. Alors, monsieur Gabin, quand est-ce qu'on peut retenir la séance d'enregistrement? Alors, il avait fait remettre les séances. Il était malade. Il ne pouvait pas arriver à retenir les paroles, mais il ne voulait pas les lire non plus. Et puis, tout d'un coup, un jour, il y avait un studio retenu rue Washington. Il est arrivé avec son cache-col, sa casquette, ses lunettes sombres, sa façon d'être magnifique avec tout le monde en ne disant bonjour à personne. Et puis, il s'est mis derrière le micro, il a dit quelque chose dans le genre, ça marche votre truc. Et il nous a fait ça. Il nous a fait ça de nous enregistrer les 2 titres de mémoire en 2 heures, sans le texte. Il a dit quelque chose comme, en tout cas si c'est pas bien, je reviendrai pas. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge,
encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.